Dans l'histoire de l'architecture et de la haute société, rares sont les figures qui traversent les âges autant que celles qui ont bâti non seulement des demeures, mais aussi un héritage. Ce récit explore la vie d'un homme dont la fortune et l'ambition l'ont conduit à ériger des édifices qui ont non seulement défini son statut, mais aussi raconté son histoire, ses combats et sa vision de l'immortalité. De ses débuts dans le monde des affaires à la construction d'une demeure défiant le temps, cet homme avait compris qu'au-delà de la richesse, ce qui compte vraiment, c'est l'empreinte que l'on laisse. En 6 chapitres, nous dévoilerons les choix architecturaux et sociaux qui ont forgé son héritage. Un héritage qui, au fil du temps, s'est transformé en musée, un centre culturel qui continue de rayonner au cœur de la ville. Si cette histoire fascinante vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Chapitre 1. L'origine d'un empire. En 1860, au cœur de la révolution industrielle américaine, un jeune entrepreneur se trouvait à un tournant décisif qui allait déterminer son destin et, par extension, celui de nombreuses générations futures. L'âge d'or était sur le point de commencer et avec lui naissait une nouvelle classe de millionnaires, bâtissant des empires sur les fondements de l'industrie, du capital et de l'innovation. Dans ce contexte, un homme nommé Henry Clay Frick, il commençait à jeter les bases de ce qui allait devenir un héritage durable, quoique plein de contradictions. Henry Frick naquit en 1849 dans une famille modeste, fils d'immigrants écossais venus en Amérique en quête d'un avenir meilleur. Dès son plus jeune âge, Henry fit preuve d'une remarquable aptitude au travail et d'une grande discipline. Tandis que les autres enfants de son âge profitaient des joies insouciantes de l'enfance, il travaillait déjà dans les bureaux de son père, apprenant les rouages de l'entreprise familiale. À 17 ans, il prit son destin en main, quittant l'école pour travailler à plein temps et bâtissant sa fortune dans les mines de charbon de Pennsylvanie. L'exploitation minière du charbon était un métier difficile et dangereux, mais pour Frick, sa résilience et sa détermination allaient être les qualités essentielles qui le propulseraient vers le succès. Son sens des affaires, son pragmatisme et son souci constant d'améliorer l'efficacité lui permirent d'exceller dans un secteur hautement concurrentiel. En quelques années seulement, Frick avait amassé suffisamment de capital pour acquérir ses propres mines et finalement s'associer à l'un des hommes les plus influents de l'industrie sidérurgique. Andrew Carnegie, partenariat entre Frick et Carnegie, allait marquer le début de l'une des alliances commerciales les plus lucratives de l'histoire américaine. Grâce à son partenariat avec Carnegie, Frick devint une figure clé de la création du géant sidérurgique qui allait dominer l'économie américaine pendant des décennies. Si Carnegie était le visage public de cet empire sidérurgique, c'est Frick qui, à bien des égards, gérait les opérations quotidiennes de l'entreprise en s'attachant constamment à maximiser la production, à minimiser les coûts et à étendre son influence. Cependant, la vie de Frick ne se limitait pas au monde industriel. Bien que son nom se soit fait un nom dans la sidérurgie, Frick ne se sentait pas tout à fait à l'aise dans les hautes sphères de la société. La fortune qu'il avait amassée était récente et suscitait des doutes quant à sa légitimité au sein de l'élite sociale de son époque. À une ère où les vieilles familles aristocratiques américaines dominaient la haute société, les nouveaux millionnaires comme Frick étaient souvent confrontés à la tâche ardue de se faire accepter dans les cercles sociaux auxquels ils aspiraient. Ce désir de reconnaissance sociale a poussé Frick à franchir un pas audacieux, acquérir des propriétés qui non seulement reflèteraient sa réussite matérielle, mais lui conféreraient aussi la légitimité qu'il convoitait. La construction de demeures et de résidences prestigieuses était pour lui un moyen d'obtenir l'acceptation qu'il désirait tant. Son premier grand projet fut l'achat de Clayton Clayton, une résidence à Pittsburgh, fut construite en 1878. Pour beaucoup, cette demeure fut perçue comme le premier pas de Frick vers une véritable ascension sociale. Clayton n'était pas qu'une simple maison, mais un symbole de la richesse et du pouvoir qu'il avait acquis. Cependant, au-delà de son architecture impressionnante et de son vaste domaine, Clayton représentait le début de la sophistication de Frick dans le monde de la construction et du design. L'architecte chargé de la rénovation de Clayton était William T.C. Morton Frick, a transformé la résidence en une œuvre qui imitait la grandeur des demeures européennes, avec une nette influence Renaissance. Grâce à une série de rénovations importantes,
Clayton est passé d'une habitation fonctionnelle à un véritable hôtel particulier de luxe, remarquable par son architecture imposante et sa décoration raffinée, qui comprenait des éléments reflétant à la fois la richesse de Frick et sa connaissance croissante de l'architecture. Ce qui était le plus fascinant à Clayton, ce n'était pas seulement l'ostentation des matériaux ou l'exubérance des décorations, mais la manière dont Frick, sans le savoir, commençait à se forger une réputation d'homme maîtrisant non seulement le secteur du bâtiment, mais aussi l'art de la construction et de la décoration intérieure. Clayton devint le lieu où s'entremêlaient les relations professionnelles et personnelles de Frick. Durant son séjour dans cette demeure, Frick commença à développer son réseau d'une manière que ses collègues de Pittsburgh n'auraient jamais imaginée. L'influence de la nouvelle demeure dépassait largement le cadre de sa construction. Lors des dîners, réunions et réceptions que Frick organisait à Clayton, les élites de Pittsburgh et des villes voisines commencèrent à le reconnaître non seulement comme un magnat de l'acier, mais aussi comme une figure importante de la société. D'une certaine manière, Clayton devint le lieu où se prenaient les décisions industrielles, économiques et sociales, dans une atmosphère qui rappelait celle des salons de la vieille aristocratie européenne. Cependant, les tensions entre son ambition industrielle et son désir d'être accepté par l'élite sociale ne s'estompèrent jamais. Frick ne voulait pas seulement appartenir à la haute société, il voulait s'inscrire dans la tradition, et pour cela, il lui fallait plus qu'un manoir. Il lui fallait un refuge qui reflète non seulement sa puissance, mais aussi son besoin d'isolement et d'intimité. Ce que Clayton, aussi prestigieux fût-il, ne pouvait lui offrir. Ce sentiment d'insatisfaction vis-à-vis de ses propriétés à Pittsburgh l'a poussé à rechercher davantage. Un lieu où il pourrait côtoyer l'élite de New York et de Newport, un lieu qui, plus qu'une simple résidence, serait un chef-d'œuvre architectural. Ce lieu serait Rocher de l'Aigle Une, refuge à Newport, dans le Rhode Island, où Frick chercherait non seulement à améliorer son statut social, mais aussi à échapper à l'agitation de la vie industrielle et finalement à trouver un havre de paix à la hauteur de ses plus hautes aspirations. Le déménagement à Newport n'était pas le fruit du hasard. Frick ne recherchait pas seulement un refuge loin de l'agitation, mais un lieu où il pourrait afficher son image de nouveau riche, avec élégance et raffinement. Newport, avec sa vie mondaine estivale et ses demeures impressionnantes, offrait le cadre idéal pour cette transformation. Chapitre 2. Le havre de paix. Durant l'été 1899, après des années passées à bâtir sa fortune dans la sidérurgie, Henry Clay Frick commença à ressentir que sa vie à Pittsburgh, malgré sa prospérité, ne lui offrait plus ce qu'il désirait vraiment. L'intimité, la tranquillité et surtout un refuge loin du bruit industriel qui avait rythmé son existence. Il avait atteint un niveau de richesse tel qu'il n'avait plus besoin de mener ses affaires au quotidien. Cependant, son ambition demeurait intacte et son objectif était désormais de construire un lieu où il pourrait échapper au stress du monde des affaires, un espace où il pourrait se protéger des regards indiscrets et profiter de son influence sociale grandissante. C'est alors que Frick prit une décision qui allait marquer un tournant majeur dans sa vie. Au lieu de se contenter d'une autre propriété à Pittsburgh ou d'une résidence à New York, il décida d'acquérir une propriété à Newport. Rhode Island Newport, destination de choix pour l'élite américaine, était réputée pour ses résidences d'été, mais Frick recherchait bien plus qu'une simple maison de vacances. Il souhaitait une demeure qui soit à la fois un refuge personnel et une manifestation publique de son statut. La propriété qu'il a acquise en le passage de la Fierté située dans un quartier huppé aux portes du principal quartier des demeures de Newport, la propriété était idéale. Affichée à 295 000 $, une somme considérable à l'époque, cette demeure se distinguait non seulement par sa beauté naturelle, mais aussi par son emplacement stratégique. Suffisamment éloignée de l'agitation mondaine de la ville pour lui offrir l'intimité qu'elle recherchait, elle était également assez proche de Newport pour lui permettre de fréquenter le cercle social le plus prestigieux. Frick connaissait bien le monde des grandes demeures. En fait, il avait déjà démontré son talent pour construire des résidences impressionnantes avec l'achat et la rénovation de Clayton à Pittsburgh. Cependant, ce projet représentait un défi encore plus grand. Il souhaitait que sa nouvelle demeure soit non seulement un symbole de sa réussite, mais aussi le reflet de ses goûts raffinés et de son désir d'intimité. Le manoir qu'il envisageait serait plus qu'une simple résidence.
Il serait l'affirmation de son statut, un chef-d'œuvre qui démontrerait que, malgré ses origines dans la sidérurgie, il appartenait à la haute société qui dominait les États-Unis depuis la guerre de Sécession. Pour la construction du manoir, Frick s'est tourné vers la firme Peabody et Stearns. L'un des cabinets d'architectes les plus réputés de Boston, qui avait déjà conçu des demeures pour des familles influentes telles que les Vanderbilt et les Whitney, possédait une vaste expérience dans la création de résidences d'été pour l'élite. Son style architectural alliait l'élégance des maisons de campagne anglaises à l'échelle et à la fonctionnalité typiquement américaine. Frick, comme beaucoup de millionnaires de l'époque, souhaitait une demeure reflétant le style européen mais adaptée aux besoins de la haute société américaine. La demeure, conçue par Peabody et Stearns, fut développée dans un style galet. Ce style, en vogue à Newport, était réputé pour ses façades en bois à la fois élégantes et décontractées. Ce style, qui évitait toute ostentation excessive et se tenait à l'écart des prétentions des palais européens, symbolisait l'élégance naturelle que Frick souhaitait exprimer. Cependant, malgré sa façade apparemment simple, la demeure fut construite avec des matériaux de la plus haute qualité, selon la même philosophie que Frick avait appliquée à Clayton, durabilité, qualité et construction irréprochable. Frick n'était pas un homme qui tolérait la médiocrité dans ses investissements, et sa nouvelle résidence ne faisait pas exception. Rocher de l'Aigle 7 demeure, comme Frick l'appelait, fut conçu pour durer. Les détails architecturaux furent choisis avec une méticulosité extrême et la construction fut réalisée avec les matériaux les plus nobles. À l'intérieur, chaque espace fut pensé pour optimiser le confort et la fonctionnalité, mais aussi pour accueillir les réceptions mondaines qui caractérisaient la haute société de Newport. La demeure comptait entre 30 et 40 pièces, selon diverses estimations, ce qui en faisait une résidence spacieuse, sans pour autant être la plus grande du quartier. Ce choix était délibéré. Frick ne souhaitait pas être perçu comme quelqu'un cherchant à rivaliser par la taille de sa maison, mais plutôt comme quelqu'un qui privilégiait la qualité à la quantité. Les pièces, tant au rez-de-chaussée qu'aux étages supérieurs, étaient agencées de manière à offrir une nette séparation entre espaces publics et privés. Les pièces de réception, telles que grande salle et les salles à mangerelles, étaient conçues pour accueillir un grand nombre d'invités. La salle à manger pouvait accueillir confortablement 20 personnes, tandis que le salon était suffisamment spacieux pour en accueillir plusieurs dizaines. Frick a également démontré son amour pour les livres en consacrant un espace important à bibliothèque qui devint l'un des atouts majeurs d'Eagle Rock. Tandis que la bibliothèque de Clayton était davantage une démonstration de richesse et de culture, celle d'Eagle Rock remplissait une fonction plus pratique. Elle lui servait de bureau d'été. Durant les mois qu'il passait à Newport, Frick gérait ses affaires grâce à un système télégraphique, restant ainsi en contact avec Pittsburgh et New York. La bibliothèque fut conçue pour offrir la combinaison idéale de confort et de formalité, créer un environnement propice à la fois à la réflexion personnelle et à la gestion d'entreprise. L'un des aspects les plus frappants de la demeure était son emplacement. Paysage Eagle Rock a été conçu par un groupe de peintres paysagistes. Des jardiniers de renom ont collaboré avec Frick pour créer des jardins rivalisants avec les plus beaux de Newport. Au lieu de plantations formelles près des maisons, Frick a opté pour un aménagement qui, à l'approche des limites de la propriété, laissait place à des paysages plus naturels. Des allées serpentaient à travers le domaine, permettant aux visiteurs d'admirer le paysage tout en préservant leur intimité. Malgré la taille de la propriété, ce qui fascinait le plus Frick à Eagle Rock, c'était sa capacité à lui offrir ce qu'il recherchait vraiment. Un refuge privé où il pourrait échapper à l'agitation de sa vie à Pittsburgh et, plus tard, à ses engagements professionnels. Son éloignement des autres voisins, contrairement à de nombreuses autres demeures de Newport rivalisant d'attention, lui offrait une paix tranquille, quoique jamais absolue. La distance physique entre Eagle Rock et les autres résidents de Newport lui permettait, du moins en théorie, de redéfinir son image, en prenant ses distances avec les associations industrielles tumultueuses de son passé. Le projet Eagle Rock, comme tous les projets de toute une vie de Frick, n'aurait pas été complet sans la participation de sa femme. Adélaïde, bien que la conception de la maison et ses ambitions sociales fussent clairement les siennes, c'est Adélaïde qui assuma la responsabilité de la gestion de la résidence. Au fil des ans, elle devint la véritable maîtresse des affaires mondaines de la famille Frick.
Elle était chargée d'orchestrer les dîners, les réceptions et l'organisation de la vie quotidienne au manoir, veillant à ce que tout soit parfaitement conforme aux attentes de la haute société de Newport. C'est grâce à la compréhension qu'Adelaide avait des codes non écrits de la société newportienne qu'Eagle Rock est devenu un véritable centre social. Frick, quant à lui, était peut-être plus porté sur les affaires, mais Adelaide savait qu'à Newport, les relations étaient primordiales. Son talent pour assurer le bon fonctionnement de la résidence tout en gérant l'agenda social de la famille a contribué à consolider la position de Frick au sein de la société newportaise. Frick profita de son séjour estival à Newport pour nouer des relations clés qui s'avéreraient essentielles à ses ambitions futures dans la ville. En ce sens, Eagle Rock était bien plus qu'une simple résidence d'été. C'était un véritable foyer, outil stratégique pour consolider son réseau social et un moyen de projeter une image de pouvoir et de respect auprès de l'élite de la côte Est. Avec l'achèvement de Rocher de l'Aigle, Frick comprit que le manoir n'avait pas seulement rempli sa fonction de refuge personnel, mais était aussi devenu un centre névralgique de sa vie sociale et stratégique. La maison, alliant intimité et élégance décontractée, lui offrait l'équilibre parfait entre solitude et contact avec la haute société newportaise. Malgré son désir d'échapper au tumulte de la ville et aux pressions de ses affaires, Frick ne pouvait ignorer le pouvoir qu'il détenait de redéfinir son image. Newport et le manoir qu'il avait méticuleusement conçu étaient devenus le lieu de rendez-vous estival de l'élite américaine et il en était désormais un membre à part entière. Chaque été, Eagle Rock s'animait d'un flot continu d'invités, des membres de l'aristocratie locale aux grands magnats et célébrités de l'époque. Les réceptions organisées par Frick et Adelaide étaient soigneusement planifiées pour maximiser leur impact social. Le dîner annuel à Eagle Rock, qui pouvait réunir plus d'une douzaine d'invités de marque, était l'occasion pour Frick de démontrer que, malgré une fortune relativement récente, son goût et son sens de l'élégance rivalisaient avec ceux des familles établies de longue date. Cependant, malgré tous ses efforts pour projeter une image irréprochable, Frick était souvent conscient que sa position dans la société de Newport n'était pas aussi assurée que celle des vieilles fortunes. Lors des dîners et réceptions au manoir, Frick observait attentivement les dynamiques sociales qui se déroulaient autour de lui. Bien qu'il fût bien accueilli dans de nombreux cercles, il n'atteignit jamais le niveau d'acceptation totale dont bénéficiaient les familles ayant hérité de leur fortune de plusieurs générations. Sa force de caractère et sa fortune grandissante étaient respectées, mais l'histoire de son ascension dans la sidérurgie, son association avec Carnegie et la controverse entourant ses méthodes de travail ne pouvaient être entièrement effacées, du moins pas dans les cercles les plus huppés. Malgré cela, Frick voyait en Eagle Rock un moyen de surmonter ces obstacles. Le manoir lui offrait l'opportunité de forger un récit entièrement nouveau, fondé non seulement sur sa réussite financière, mais aussi sur sa capacité à s'adapter aux normes de l'élite sociale de la côte Est. En ce sens, Eagle Rock était bien plus qu'un simple refuge ou une résidence d'été. C'était un instrument méticuleusement conçu pour se positionner stratégiquement au sein de la haute société. Chaque détail architectural, des murs de briques à l'aménagement du jardin, visait non seulement à impressionner, mais aussi à affirmer clairement que Frick comptait s'installer durablement. Cependant, malgré ses efforts d'intégration, certaines limites lui étaient infranchissables. La vieille aristocratie de Newport gardait ses distances, et le fait que sa fortune provienne de l'industrie lourde plutôt que d'un héritage de plusieurs générations de noblesse le cantonnait invariablement au rôle de nouveau riche. Ce qui a vraiment fait la différence Rocher de l'Aigle, c'est avant tout la possibilité d'offrir une intimité que Frick appréciait. L'éloignement de la demeure par rapport aux propriétés voisines, entourées de jardins et d'espaces naturels, lui permettait de se déconnecter des pressions sociales à sa guise. Homme d'affaires dans l'âme, il avait besoin d'un lieu de répit. Lors des longues journées d'été à Newport, au plus fort de l'activité mondaine, Frick pouvait se retirer dans ses appartements privés ou sa bibliothèque, où il se plongeait dans la lecture ou la relecture de lettres d'affaires, conservant ainsi un lien avec le monde extérieur tout en profitant de la sérénité des lieux. En plus, Adelaidson, épouse Adelaide, joua un rôle essentiel dans la gestion d'Eagle Rock. Elle s'occupait de la vie sociale et du calendrier des événements de la demeure. À l'instar de son mari, Adelaide connaissait parfaitement la société newportaise.
Son talent pour organiser la maison et gérer les interactions sociales avec tact et élégance fut déterminant pour que Frick puisse pleinement profiter des opportunités offertes par sa nouvelle demeure. Cependant, malgré l'excellente gestion d'Adelaide, les tensions ne disparurent jamais complètement. Frick avait le sentiment de devoir encore lutter pour se faire une place parmi les personnalités les plus anciennes et les plus respectées de Newport. Le manoir fut le témoin d'une évolution dans la pensée de Frick. Bien qu'il ait commencé à voir Rocher de l'Aigle initialement perçu comme un moyen de redorer son image, la demeure lui offrait, au fil des années, non seulement une échappatoire sociale, mais aussi un tremplin pour développer de nouvelles idées sur ce qu'elle souhaitait accomplir à New York. Si Newport lui procurait la distance physique dont elle avait tant besoin, elle lui révélait simultanément les limites de ce qu'elle pouvait y réaliser. Rocher de l'Aigle-Sella devint une vitrine de ses réalisations, mais aussi un rappel constant que le véritable pouvoir ne résidait pas uniquement dans l'élite de Newport, mais aussi dans les décisions majeures qu'il prenait dans les grandes villes du pays, notamment à New York. C'est ainsi que, au fil des années, Rocher de l'Aigle-Sella, qui n'était plus une simple résidence d'été, devint le symbole d'une transition plus profonde. À mesure que ses enfants grandissaient et que sa vie prenait des tournants inattendus, Frick commença à envisager un projet plus ambitieux, axé non seulement sur l'architecture, mais aussi sur Permanence Ed, son héritage. À un moment donné, Frick comprit que ce qu'il désirait vraiment dépassait de loin une simple demeure à Newport. Il voulait laisser une empreinte culturelle sur le monde, quelque chose qui perdurerait au-delà du temps. Au fil du temps, Rocher de l'Aigle. Cela remplit son rôle. Cela donna à Frick l'espace dont il avait besoin, l'occasion de nouer des relations précieuses et la possibilité de redéfinir son image publique. Cependant, son impact sur sa vie ne fut qu'une étape de son ambition plus vaste. Au fil des ans, son attention se porta sur New York où des changements majeurs se profilaient à l'horizon. Frick allait bientôt comprendre que pour laisser une empreinte durable, il lui fallait construire quelque chose de bien plus grand qu'un manoir à Newport. Mais avant d'y parvenir, Eagle Rock resterait son point d'ancrage pendant plusieurs années. Un refuge où l'idée d'architecture puissante là, forme de leur future maison, commençait à se dessiner. Chapitre 3. Échapper à sa réputation. Pour Henry Clay Frick, la construction de Rocher de l'Aigle-Sella n'était pas seulement un refuge privé, mais aussi un espace où il pouvait se réinventer. Bien que sa fortune ait énormément augmenté grâce à son association avec Andrew Carnegie, malgré l'essor de l'acier, l'étiquette de nouveau riche continua de le poursuivre. À une époque où les vieilles familles de l'aristocratie américaine dominaient les cercles mondains des grandes villes, les hommes d'affaires comme Frick devaient relever le défi de se faire accepter dans la haute société. Quelle que soit l'ampleur de sa fortune, le fait qu'elle ait été forgée dans le creuset de l'industrie et non héritée d'une lignée aristocratique séculaire le marginalisait. Eagle Rock, avec son emplacement de premier choix à Newport, sa construction soigneusement planifiée offrit à Frick l'opportunité d'assister aux réunions sociales. Frick pouvait ainsi fréquenter la haute société sans subir le bruit et l'agitation de la ville. Au fil des ans, Newport s'était imposé comme la station estivale de prédilection de l'élite américaine, surtout durant l'été, lorsque les demeures s'animaient et que les familles les plus fortunées s'y réunissaient pour profiter des plaisirs de la vie. En intégrant ce cercle, Frick put enfin accéder à la vie mondaine dont il rêvait, même si cela avait un prix. Cependant, malgré l'opulence et le luxe de leur manoir, les portes de la haute société ne s'ouvraient pas facilement. Les vieilles familles de Newport, telles que les Lace Vanderbilt, le Astorset, le Witness jaloux de leur place au sein de l'élite, ils rechignaient à accorder à un homme dont la fortune provenait du travail et non d'un héritage séculaire, un accès total à leur cercle. À bien des égards, Frick était perçu comme un intrus, un homme qui, malgré son impressionnante richesse, ne possédait pas le pedigree que les familles établies jugeaient indispensable. Frick n'a jamais été un homme qui abandonnait facilement. Bien que les portes de la haute société de Newport lui restassent fermées, il trouva des moyens de nouer de nouvelles relations. En utilisant Rocher de l'Aigle en avait fait son quartier général. Les réunions qu'il organisait dans son manoir devenaient des événements importants, non seulement en raison du prestige des invités, mais aussi grâce à la manière dont Frick les gérait. Socialisationnel savait parfaitement comment organiser un événement qui non seulement ferait bonne impression, mais remplirait également une fonction stratégique pour renforcer ses liens sociaux.
Le fait que la haute société assiste à ces réceptions n'était pas simplement un signe d'acceptation de sa fortune, mais une façon de légitimer sa position au sein du cercle social de Newport. Les événements organisés à Eagle Rock n'étaient pas de simples dîners élégants ou des réceptions décontractées. C'étaient des mises en scène soigneusement orchestrées pour construire son image. Frick ne souhaitait pas seulement que sa fortune soit reconnue, il voulait aussi que sa présence dans la société soit perçue comme bien plus qu'une simple acquisition de richesse. Il voulait être reconnu comme un homme qui maîtrisait les codes sociaux et pouvait tenir tête aux plus hauts dignitaires de l'élite. Ce qui a fait la différence dans la vie de Frick durant cette période, ce ne sont pas seulement les demeures, mais aussi stratégies sociales au fil des années de réunions soigneusement orchestrées et d'un contact constant avec les personnalités les plus influentes de la société Frick, a cultivé des relations qui, bien que superficielles au départ, lui ont donné l'accès nécessaire aux sphères du pouvoir qu'il recherchait. Il ne s'agissait pas seulement d'impressionner par sa richesse, il devait aussi démontrer qu'il possédait les sophisticationnettes, le mœurs que la vieille bourgeoisie appréciait tant. Malgré ses efforts, les barrières sociales ne disparurent jamais complètement. Bien que Frick fût invité aux événements les plus importants, sa participation était toujours tempérée par une certaine réservée courtoisie dans la haute société. Il était encore perçu comme un étranger, un homme qui avait gagné sa fortune à la sueur de son front et non par héritage, même dans les cercles les plus exclusifs. Ce qui a véritablement valu à Frick la reconnaissance qu'il désirait tant, ce n'était pas seulement sa capacité à organiser des événements impressionnants à Eagle Rock, mais aussi son intérêt croissant pour art et culture au fil des années. Frick commença à développer un goût raffiné pour les arts. Cela devint une autre de ses méthodes pour se faire accepter. Sa collection d'art, modeste au départ, commença à refléter les goûts des familles les plus influentes de New York et d'Europe. Parallèlement, ses activités dans le monde de l'art démontraient que sa fortune ne s'était pas seulement forgée dans les aciéries, mais aussi dans appréciation culturelle, le désir de laisser un héritage au-delà du monde des affaires. L'art devint alors un moyen essentiel d'adoucir la perception de sa fortune et de présenter une image plus raffinée de lui-même. Lors de ses réunions à Eagle Rock, il commença à inviter des personnalités clés du monde de l'art et de la culture, utilisant ces rencontres pour tisser des liens avec des intellectuels et des collectionneurs de renom. Cela contribua non seulement à améliorer sa position sociale, mais marqua également le début d'une phase dans laquelle le Jusqu'aïet, le culturel, deviendrait une partie intégrante de son héritage personnel. Au fur et à mesure de leur contact avec ces élites culturelles au fil de sa carrière, Frick découvrit de plus en plus d'opportunités à Newport. Cependant, sa progression à Newport ne fut jamais totalement exempte de tensions. Pendant des années, il lutta pour trouver un équilibre entre ses responsabilités professionnelles et personnelles, ascension sociale, avec la stigmatisation d'être un nouveau riche. Bien qu'il fût invité à des dîners exclusifs et à des galas, il avait toujours le sentiment qu'il manquait quelque chose, acceptation totale. Ce manque d'intégration complète, bien qu'en partie atténué par sa collection d'art grandissante et sa maîtrise des règles sociales, allait rester un thème récurrent dans sa vie. C'est dans ce contexte, tout en luttant encore contre les limites de sa reconnaissance à Newport, que Frick commença à envisager des perspectives au-delà du cadre restreint de cette ville côtière. Bien que Newport constituât un excellent tremplin pour gagner en légitimité auprès de l'élite, Frick savait que pour laisser un héritage véritablement durable, il lui fallait concevoir quelque chose de plus ambitieux, quelque chose qui l'associerait non seulement à la richesse, mais aussi à culture et le permanence, ce désir de transcender non seulement en tant qu'homme d'affaires, mais aussi en tant que personne souhaitant laisser un héritage culturel, l'amènerait à réfléchir à la construction d'un nouveau manoir, cette fois à New York, ce qui allait devenir son grand chef-d'œuvre. Une maison qui transcenderait sa vie et deviendrait un musée pour les générations futures. Rocher de l'Aigle, bien que magnifique et importante, elle ne marquait pas la fin de ses ambitions. La demeure de Newport n'était que la première étape d'une stratégie bien plus vaste, qui englobait non seulement l'art et la culture, mais aussi définition de son héritage. Newport avait été le lieu où Frick avait appris à se familiariser avec les dynamiques sociales de l'élite américaine. Mais le véritable défi et la véritable opportunité pour Frick se trouvaient à New York, où ses ambitions pourraient enfin être à la hauteur de sa fortune.
Chapitre 4. Le Grand Œuvre de New York. En 1910, Henry Clay Frick se trouvait à un tournant de sa vie. Il avait atteint le sommet de la réussite dans le monde industriel, mais il sentait qu'il lui manquait encore quelque chose. Un héritage architectural et culturel qui perdurerait au-delà de la nature éphémère de sa fortune. Au fil des ans, il avait tissé un puissant réseau social à Newport, mais il comprenait aussi que la véritable légitimité, le véritable pouvoir, résidait à New York, centre névralgique du monde culturel et financier de l'époque. C'est dans cette ville que les familles les plus influentes des États-Unis vivaient à l'année, et c'est là que lui, un homme parfois considéré comme un marginal en raison de ses origines industrielles, pouvait enfin inscrire sa place dans l'histoire. Frick avait déjà appris à naviguer dans les dynamiques sociales complexes de la haute société, d'abord à Pittsburgh, avec son manoir, pas Clayton puis d'Enrocher de l'Aigley à Newport. Mais désormais, il aspirait à bien plus. Il ne voulait pas seulement être reconnu comme membre de l'élite. Il voulait être un homme dont la fortune témoignerait non seulement de sa réussite matérielle, mais aussi de sa capacité à influencer le monde culturel, à laisser une trace, héritage architectural et artistique digne d'être commémoré longtemps après sa mort. Pour lui, la solution était claire. Il devait construire un manoir à New York, cela reflèterait non seulement sa richesse, mais aussi son amour de l'art et son désir de transformer sa résidence privée en un futur institution publique. L'ambition de Frick ne se limitait pas à posséder une maison monumentale. Il voulait que cette maison soit plus qu'une simple demeure. Elle devait être un lieu de vie et d'expression. Musée, un lieu qui non seulement abriterait son impressionnante collection d'art, mais deviendrait aussi un symbole durable de sa vision culturelle. Il souhaitait que sa résidence soit plus qu'une simple propriété privée. Il espérait qu'elle deviendrait un jour un héritage public les générations futures pourraient apprécier. Frick avait constaté l'intérêt croissant d'autres personnalités de premier plan de l'époque pour l'art et le collectionnisme, mais ce qui le motivait véritablement était l'idée de transformer votre maison en centre culturel. Votre voisin J.P. Morganhill avait déjà fait construire une bibliothèque qui faisait office de centre culturel privé, mais pour Frick, l'idée était d'aller plus loin. Il voulait que sa maison soit à la fois un foyer pour sa famille et un musée pour la ville. Un lieu qui serait un jour accessible à tous, où l'art pourrait être admiré, où l'histoire pourrait être préservée et où sa propre fortune pourrait être jugée non seulement par la manière dont il l'avait bâti, mais aussi par la manière dont il y était parvenu, pour le rendre éternel. La quête de la terre parfaite. La première étape de la création de son chef-d'œuvre fut l'achat de terrain. Frick savait que le terrain sur lequel il construirait son manoir devait être exceptionnel. Il ne voulait pas seulement un lieu qui reflète sa richesse, mais aussi un site suffisamment approprié. Frick savait que le terrain sur lequel il construirait son manoir devait être exceptionnel. Il voulait non seulement un lieu qui reflète sa richesse, mais aussi un site suffisamment stratégique comme pour symboliser sa place parmi les personnalités les plus influentes de la ville. Le terrain devait se situer dans l'un des quartiers les plus prisés de New York. Mais il devait aussi offrir quelque chose que les autres propriétés ne pouvaient pas proposer. Confidentialité, vue privilégiée c'est, en même temps, un emplacement central qui la relierait à l'élite sociale et politique de la ville. Enfin, dans 1913, Frick acheta un immense terrain le long de la 5e avenue, entre les rues 71e rue et 72e, avec vue directe sur Central Park. Le prix de la propriété était exorbitant, environ 2,45 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 75 millions de dollars aujourd'hui. Ce terrain offrait non seulement les vues que Frick désirait, mais aussi emplacement idéal pour satisfaire leurs aspirations sociales et culturelles. Située au nord de la 5e avenue, la propriété était suffisamment éloignée du quartier commerçant en plein essor au sud, tout en étant assez proche des résidences d'autres membres de l'élite tels que Carnegie, le Les Vanderbilt et Lee Stores. Pour Frick, l'achat de ce terrain représentait non seulement un investissement monumental, mais aussi une déclaration d'intention. C'était sa façon d'affirmer que, bien qu'il ait fait fortune dans le monde industriel, il était désormais prêt à être reconnu parmi les grands mécènes des arts et de la culture de son temps. Il savait que le terrain devait non seulement être vaste, mais aussi capable d'accueillir une demeure à la hauteur de ses rêves. Le choix de l'architecte, Carrère et Hastings. Pour concrétiser sa vision, Frick a engagé des architectes de renom,
Carrère and Hastings, un duo d'architectes qui avaient travaillé sur certains des bâtiments les plus importants de la ville, notamment le Bibliothèque publique de New York, l'entreprise, était réputé pour son approche classique et sa capacité à créer des designs intemporels qui résisteraient à l'épreuve du temps, une valeur à laquelle Frick tenait profondément. Frick ne voulait pas d'une maison simplement moderne pour son époque, mais d'un bâtiment qui perdurera au-delà de sa vie, un monument de pierre qui pourrait être apprécié par les générations futures. Frick a choisi l'Estilo Beaux-Arts, style architectural, caractérisé par sa monumentalité et son élégance classique. Le projet proposé par Carrère and Hastings était un hôtel particulier de 4 étages construit en calcaire de l'Indiana, avec une façade qui s'étendait le long 140 pieds de long avec 76 pieds de profondeur et 3 étages visibles depuis la rue, plus un 4e étage en retrait. La demeure serait divisée en 2 parties, l'espace public, qui abriterait les salons de réception et les galeries d'art, et les espaces privés, où Frick et sa famille pourraient se retirer de l'agitation de la vie mondaine. Il style français classique, le bâtiment, avec ses lignes épurées et les proportions parfaites de ses colonnes et de ses fenêtres, reflétait les sophistications par Frick. La maison devait être monumentale sans être ostentatoire, un symbole de richesse et de pouvoir, mais aussi de bon goût et de discrétion. Pour Frick, chaque détail devait être soigneusement planifié pour concrétiser sa vision, permanence et élégance. Conception de maison, fonctionnalité et esthétique. Tout au long de 1914 et 1915, la construction du manoir progressa à un rythme effréné. Chaque détail de la maison était conçu pour créer une atmosphère intemporelle. Au premier étage, le manoir aurait un grand hall d'entrée qui servirait d'antichambre aux salons et aux galeries, suivi d'une bibliothèque conçue pour abriter l'une des plus importantes collections de livres et de manuscrits rares que Frick prévoyait d'inclure dans son héritage. Grande galerie d'art serait l'un des éléments clés du projet. Avec son impressionnante hauteur, la galerie était destinée à mettre en valeur sa superbe collection de peintures de maîtres telles que Rembrandt, Vermeer, Velázquez et le Greco entre autres. Il salle à manger serait un espace à la fois élégant et fonctionnel, conçu pour accueillir des dîners d'État et des réceptions mondaines avec les personnalités les plus en vue de la société. Dans salle de musique dotée d'un grand orgue, il servirait aux soirées musicales qui seraient régulièrement organisées dans la maison. La conception de 2e et 3e étage était réservée aux appartements privés de la famille Frick. La chambre de Frickett, celle de sa femme, Adélaïde Hill, serait située dans les coins opposés de l'appartement, donnant à la fois sur Central Park et sur le calme jardin privé du côté de la 70e rue. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la conception était le lien entre le manoir et l'art, étant donné que Frick Hill ne voulait pas seulement un manoir, mais aussi un espace qui pourrait être transformé en galerie de premier plan une fois que lui et sa famille n'y habiteraient plus. Défi de la construction. La construction n'a pas été sans difficulté. Le processus s'est avéré plus lent que prévu par Frick et, au fil des ans, divers obstacles bureaucratiques et problèmes de construction sont apparus. La congestion du quartier et la réglementation municipale stricte ont notamment constitué des défis que les architectes et les constructeurs ont dû relever. Cependant, Frick n'a pas hésité à investir des ressources supplémentaires pour garantir que le projet soit mené à bien comme prévu. Au fil du temps, l'hôtel particulier de la 5e avenue est devenu l'un des œuvres architecturales les plus importantes originaires de New York. Frick a atteint son objectif. Créer un héritage qui dépasse sa fortune, un héritage qui puisse servir d'inspiration aux générations futures, une œuvre qui perdurerait au-delà des dynamiques changeantes de la société. L'avenir du manoir. À mesure que le manoir prenait forme, Frick commença à réfléchir à ce qui se passerait après sa mort. Il savait que, tôt ou tard, le manoir devrait devenir un musée public pour sa collection d'art. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Frick était déterminé à ce que son héritage soit accessible pour le public, quelque chose qui transcendait sa propre existence. Chapitre 5. Tragédie et transformation. Alors que l'hôtel particulier de la 5e avenue s'élevait majestueusement au cœur de New York, le rêve d'Henry Clay Frick de laisser un héritage culturel et artistique devenait plus concret. Il avait consacré non seulement ses efforts et sa fortune à la construction d'une résidence à la hauteur de sa réussite, mais aussi à la création d'un lieu qui, avec le temps,
deviendrait l'une des institutions culturelles les plus importantes de la ville. Cependant, à l'approche de l'achèvement de son hôtel particulier, Frick dut faire face à des épreuves personnelles qui allèrent mettre à l'épreuve son ambition et sa vision de l'avenir. Au sommet de sa puissance, Frick était reconnu non seulement comme un magnat de l'acier, mais aussi comme un mécène d'art. C'était un homme qui avait su transformer sa fortune en une contribution concrète à la culture. Ses collections d'art ne cessaient de s'agrandir, et son projet de faire de sa maison un musée n'était pas qu'une simple aspiration, mais un plan qui commençait à se concrétiser. Cependant, le poids des années commençait à peser sur sa vie personnelle. La figure centrale de sa vie familiale, Adélaïde, qui était chargée de gérer la dynamique sociale de la famille d'Enrocher de Leglet dans leur hôtel particulier de New York, sa santé déclinait, une situation qui, pour Frick, allait marquer un tournant irréversible. Depuis le début des travaux de leur hôtel particulier sur la 5e avenue, Frick était absorbé par son projet grandiose, mais la maladie de sa femme prenait une place de plus en plus importante dans sa vie. Bien qu'il restât fort face aux difficultés extérieures, la santé d'Adelaide représentait un véritable fardeau. Menace interne que Frick ne pouvait contrôler. La mort d'Adélaïde Adelaide, qui avait joué un rôle déterminant dans la création d'une maison qui représentait à la fois la famille et les aspirations de Frick, est décédée en 1921 à l'âge de 73 ans. Sa mort fut un coup dur pour Frick. Au-delà d'être son épouse, Adelaide avait été sa compagnon inébranlable tout en bâtissant son héritage. Elle avait su gérer la complexité des interactions sociales et sa présence avait été essentielle pour que le manoir new-yorkais devienne un centre de rencontre pour l'élite. Frick, profondément affecté par cette perte, se retrouva soudain prisonnier d'un vide immense. L'hôtel particulier de la 5e avenue, conçu pour être partagé avec sa femme, lui semblait désormais incomplet sans elle. Même si processus de construction du manoir au fil de son parcours, le chagrin causé par sa mort plongea Frick dans une période de deuil silencieux. Malgré ses succès, Frick ne pouvait s'empêcher de se sentir seul dans un monde qu'il avait bâti pour être apprécié en compagnie. Adelaide avait joué un rôle déterminant non seulement dans la gestion du foyer, mais aussi dans l'organisation de la vie sociale de la famille. Frick, qui avait consacré des décennies à son empire industriel et à son aspirations artistiques, il devait désormais se rendre à l'évidence. La vie qu'il avait imaginée pour sa famille dans le manoir ne serait plus jamais la même sans elle. L'absence de leur présence, a également affecté les relations sociales de Frick. Bien que l'hôtel particulier de la 5e avenue soit resté un lieu de rencontre important pour les cercles mondains new-yorkais, Frick n'avait plus le talent d'Adélaïde pour gérer les relations complexes qui caractérisent les plus hautes sphères de la société. L'isolement qu'elle ressentait s'accentua avec le temps, et le manoir, censé symboliser l'accomplissement d'une vie partagée, commença à lui paraître davantage comme un lieu de solitude. Installation solitaire dans lequel ses propres souvenirs semblaient l'envelopper. La transformation en musée. Bien que la mort d'Adelaide l'ait profondément affecté, Frick n'a pas renoncé à ses projets. Au contraire, au cours de ces dernières années, l'idée de transformer sa maison en musée a pris de l'ampleur. Les mois passant, Frick a compris que même si sa vie dans le manoir new-yorkais ne serait plus jamais la même sans Adelaide, il restait encore beaucoup à faire. La collection d'Artel avait pris une ampleur considérable, et il voulait s'assurer que ses pièces les plus précieuses, y compris des œuvres de Rembrandt, Vermeer, Goya et Tourneur, resteraient sûres pour les générations futures. Dans ces dernières années, Frick a consacré une grande partie de son temps à planifier comment transition du manoir d'une résidence privée à une musée publicile était déterminée à ce qu'après sa mort, sa collection d'art ne soit ni dispersée ni perdue, mais bien préservée et appréciée du public. Bien qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour voir son rêve se réaliser, Frick avait déjà pris des mesures pour que son héritage perdure. À ce stade, l'hôtel particulier de la 5e avenue était déjà conçu pour être bien plus qu'une simple maison. Conception, l'un des plus grands espaces, avait été conçu dans l'idée de loge-exposition d'art, avec une galerie d'art principale qui pourrait abriter plusieurs tableaux de grand format. Bibliothèque d'autres pièces étaient conçus comme des lieux qui non seulement servaient de résidence privée, mais pouvaient également être utilisés à des fins publiques et culturelles. Une caractéristique que Frick souhaitait laisser comme son œuvre, image de marque personnelle. La décision concernant l'héritage.
Tout au long de sa vie, Frick avait réfléchi au but de sa fortune et à ce pourquoi il voulait qu'on se souvienne de lui. Industrie sidérurgique ayant été à l'origine de sa fortune, il ne souhaitait pas que sa mémoire soit uniquement associée à l'exploitation des travailleurs ou aux conflits syndicaux qui ont marqué sa carrière. Au lieu d'être connu comme l'homme qui grève brise-essai, ayant acquis une puissance économique par des moyens controversés, Frick souhaitait qu'on se souvienne de lui comme d'un mécène d'art, un homme qui a utilisé sa fortune pour enrichir le monde culturel. Lorsque Frick mourut en 1919, à l'âge de 70 ans, le manoir était presque achevé. Cependant, la transition vers son objectif de musée public n'était pas encore terminée. C'était sa fille. Hélène, après la mort de Frick, sa fille et les héritiers ont poursuivi l'œuvre qu'il avait entreprise. Bien que la transformation du manoir en musée ait été une priorité pour Frick, sa fille et les personnes chargées de sa succession ont dû gérer cette transition délicate, veillant à ce que sa vision soit respectée au mieux. Au cours des années suivantes, le manoir fut transformé de résidence privée en musée pour abriter sa vaste collection d'art. Ce fut un processus complexe, car en plus du modifications physiques nécessaires pour l'adapter à sa nouvelle finalité, il fallait faire face à résistance du temps. La Grande Dépression et les difficultés économiques de l'époque ont entraîné une évolution des priorités en matière de financement et de vie sociale et culturelle, mais malgré les obstacles, la famille Frick a poursuivi ses efforts pour transformer le manoir en un musée accessible au public. L'héritage durable de Frick, la mort de Frick Sella, marqua la fin d'une époque pour l'hôtel particulier de la 5e avenue. Son projet de transformer sa demeure en un espace culturel pérenne touchait à sa fin, mais des questions subsistaient quant à la meilleure façon de gérer cette transition. La complexité de la transformation d'un hôtel particulier en une institution publique capable de survivre non seulement à Frick, mais aussi à sa famille, exigeait une gestion méticuleuse, préservation culturelle. Dans ces dernières années, Frick avait clairement indiqué que, par-delà les affaires et l'accumulation de richesses, ce qu'il désirait le plus était qu'on se souvienne de lui pour son contribution à l'art et l'hôtel particulier de la 5e avenue, déjà l'une des propriétés les plus emblématiques de New York, allait finalement devenir un refuge culturel, un lieu où l'art et l'histoire pourraient être préservés et où l'héritage d'un homme ayant débuté dans l'industrie sidérurgique pourrait être honoré pour les générations à venir. Après la mort de Frick en 1919, l'hôtel particulier de la 5e avenue, conçu non seulement comme une résidence privée mais aussi comme un futur centre culturel, commença à se transformer en ce qu'il avait prévu, un musée public bien que son départ ait laissé un grand vide dans la famille et surtout chez sa fille. Hélène et les exécuteurs testamentaires de sa succession comprirent l'ampleur de la mission de Frick et poursuivirent leur projet. Hélène, qui avait été l'une des principales défenseurs de la collection d'art de son père, a joué un rôle clé dans le processus de transition. Consciente de la complexité de cette transformation, elle savait également que son père avait laissé des instructions claires pour que le manoir soit ouvert au public et devienne un lieu de culte. Musée où les grandes œuvres d'art que Frick avait acquises tout au long de sa vie pouvaient être appréciées de tous. L'idée de Frick de transformer sa maison en une institution publique, c'était un acte de générosité mais aussi de réflexion sur la permanence. Il savait que sa fortune était fragile, que les entreprises qu'il avait générées pouvaient s'effondrer, mais que les œuvres d'art qu'il avait collectionnées pourraient lui survivre. Il ne voulait pas simplement laisser un héritage comme industriel, mais en tant que patron, quelqu'un qui avait utilisé sa fortune pour enrichir la culture. L'ouverture au public et les premières années du musée. Dans 1935, plus d'une décennie après la mort de Frick, l'hôtel particulier de la 5e avenue a finalement ouvert ses portes au public sous le nom de Collection Frick. La transition n'a pas été facile. La transformation d'une demeure privée en musée a nécessité non seulement des rénovations, mais aussi la mise en place d'un système d'exploitation entièrement nouveau. Cependant, Fondation et Collection, les dispositions prises par Frick ont assuré une transition réussie. Le grand nombre de visiteurs qui ont commencé à affluer au manoir a démontré que le rêve de Frick de créer un espace à la fois privé et accessible au public était en train de se concrétiser. La première année fut un succès retentissant. La collection d'art soigneusement constituée par Frick tout au long de sa vie, la collection attirait des milliers de visiteurs désireux d'admirer non seulement les chefs-d'œuvre qu'il avait rassemblés, mais aussi le bâtiment lui-même,
véritable prouesse architecturale. Le fait que la demeure ne soit pas devenue un simple musée d'art, mais un lieu ayant conservé son caractère originel, était remarquable. Caractère résidentiel, cela rendait l'expérience unique. Les visiteurs n'observaient pas seulement les peintures et les sculptures, mais pouvaient aussi découvrir comment vivait un homme de la stature de Frick, entouré des œuvres qu'il chérissait le plus. La réputation du musée s'est rapidement développée, l'atmosphère intimiste et la qualité des œuvres ont attiré des collectionneurs, des universitaires et des amateurs d'art du monde entier. Les œuvres de Vermeer, Rembrandt et Turnerel étaient exposées dans un contexte inédit à New York, dans un espace qui réunissait l'échistoire privée d'un homme avec l'autorité public art. Mais les efforts ne s'arrêtèrent pas là. À mesure que le musée gagnait en renommée, l'administration commença à ajouter de nouvelles galeries et à acquérir d'autres œuvres inestimables. Hélène, comme son père, était déterminée à faire en sorte que la collection d'art soit agrandie et préservée pour les générations futures. Bien que sa vie et celle de son père ne soient plus liées dans la gestion quotidienne du musée, leur vision commune restait vivante dans les couloirs et les pièces du manoir. L'évolution du musée et son impact durable, Collection Frickel s'est imposée comme l'une des plus pertinents New York au fil du temps. Le manoir abrita non seulement des œuvres d'art, mais devint également un centre de débat culturel. Le musée servit d'inspiration pour la préservation d'autres bâtiments historiques et pour transformation de résidences privées en institutions publiques, alors que d'autres somptueuses demeures de la 5e avenue étaient démolies ou transformées en appartements. La maison de Frick demeurait intacte, conservant son prestige, l'intégrité de sa structure et la finalité culturelle que Frick avait envisagée. L'héritage de Frick, qui avait commencé comme une ambition personnelle de laisser une trace durable dans le monde de l'art, était devenu un bien public, l'idée de créer une institution publique. Ce projet, qui profiterait à tous et non à une poignée de privilégiés, s'était concrétisé. Les générations futures, indépendamment de leur classe sociale ou de leur histoire personnelle, pouvaient désormais vivre ce que Frick avait imaginé pour elles, accès à l'art dans un espace de recueillement et d'éducation. Au fil des décennies, Collection Frick est devenue une référence non seulement dans New York mais aussi à l'échelle mondiale. La manière dont Frick avait réussi à unir la grandeur de sa vie personnelle à la mission culturelle du musée a servi d'exemple à d'autres entrepreneurs, hommes politiques et mécènes qui ont suivi ses traces. À bien des égards, la vie de Frick, ses réussites industrielles, ses défis sociaux et son amour de l'art ont abouti à une œuvre qui, elle, a transcendé le temps et l'histoire. Le musée aujourd'hui, une institution vivante. Aujourd'hui, le Collection Frick demeure l'un des institutions les plus appréciées de New York, un lieu où les visiteurs peuvent non seulement admirer des chefs-d'œuvre de certains des plus grands artistes de l'histoire, mais aussi un espace où ils peuvent étudier les intérêts et les passions d'un homme qui a marqué l'histoire non seulement par sa fortune, mais aussi par la manière dont il l'a utilisée pour enrichir la culture. Bien que l'hôtel particulier de la 5e avenue ait été adapté aux besoins modernes, il conserve tout son charme d'antan, de personnage original, l'âme de la vision d'un homme qui a compris que la vraie richesse n'est pas ce qui est accumulé, mais ce qui est partagé. L'héritage d'Henry Clay Frick, avec toutes ses contradictions, ses ambitions et sa générosité, elle perdure, non seulement dans les peintures et les sculptures qui ornent les murs du musée, mais aussi dans l'espace même qui, au fil des ans, a servi de rappel qu'architecture, le jusqu'à elle, peuvent transformer la perception publique d'un homme et lui donner l'opportunité de qu'on se souvienne de lui non seulement pour sa fortune, mais aussi pour sa contribution à la culture. Chapitre 6. Héritage et pérennité. Tout au long de sa vie, Henry Clay Frick s'est révélé être un homme d'extrême. Issu d'un milieu modeste, son ascension fulgurante au sommet de la sidérurgie fut marquée par des décisions difficiles et parfois controversées. Cependant, c'est vers la fin de sa vie que Frick commença à réfléchir à l'héritage qu'il souhaitait véritablement laisser. Il ne s'agissait plus seulement de puissance économique ou d'influence industrielle. Pour lui, l'essentiel était de laisser quelque chose de durable, quelque chose qui lui survivrait, lui et sa fortune. Lorsque Frick a acheté le terrain dans le 5e avenue, sa vision n'était pas seulement de construire une demeure impressionnante, mais aussi de créer un espace qui représente ses valeurs au-delà du matériel. Dans ces dernières années,
Frick a compris que Permanensil n'était pas seul dans les structures en acier qu'il avait contribué à créer. Mais dans le culturé, il voulait que sa maison devienne une centre culturel qui servirait non seulement sa famille, mais l'humanité entière, en mettant en valeur les richesses artistiques qu'il avait accumulées tout au long de sa vie. Avec le Transformer, sa maison en musée Frick a non seulement atteint son objectif de laisser un héritage, mais a également participé activement à la création d'une nouvelle ère pour la culture à New York. Collection L. Frick n'était pas seulement un dépôt d'œuvres d'art. C'était une institution vivante, invitant tout le monde, quelle que soit sa classe sociale, à accéder à ce qui était auparavant réservé aux cercles les plus exclusifs. La nature pérenne du musée. L'ouverture de Collection Frick dans 1935, cet événement a marqué un tournant dans l'histoire de l'art à New York. Bien que le monde fût alors en pleine crise économique mondiale, la Grande Dépression, le musée était un refuge pour ceux qui cherchaient du réconfort dans l'art, la beauté et la culture. Alors que les principaux musées et galeries de la ville étaient repensés ou adaptés à l'évolution des mœurs, le Collection Frickel offrait une expérience unique et personnelle. Contrairement aux immenses musées comme le Musée métropolitain d'Artou, le Musée d'art moderne, il Collection Frick a maintenu une nature intime, une sensation de marcher dans une résidence privée. Les œuvres étaient exposées dans leur contexte d'origine. Une demeure où les collectionneurs de la vieille école pouvaient encore voir leurs souvenirs personnels se refléter dans les objets qui les entouraient. En ce sens, le musée n'était pas seulement un lieu d'admiration artistique, mais aussi un lieu où l'on pouvait ressentir les traces d'une vie, où l'histoire personnelle de Frick et de sa famille restait palpable entre ses murs. La structure du manoir, avec son design beaux-arts exquis, c'était aussi une œuvre d'art en soi. Le bâtiment alliait élégance et sobriété, avec des détails tels que son colonne classique 7, leurs fenêtres hautes et ski, donnait un sentiment de grandeur sans atteindre l'ostentation. À mesure que le musée attirait davantage de visiteurs, Frick fut reconnu pour sa capacité à comprendre que l'art ne devait pas être enfermé dans un espace froid et distant, mais dans un lieu qui invite à la réflexion, à l'intimité et au plaisir. Il jardin intérieur, illustration parfaite de sa vision, le jardin devint le cœur du musée. Grâce à sa structure laissant filtrer la lumière naturelle, il offrait non seulement un lieu de détente aux visiteurs, mais reflétait aussi l'idée de l'approche de Frick pour intégrer la nature à l'art et l'eau qui coulait à travers le jardin central, entouré par les murs du manoir, invitait à la méditation, tout comme les tableaux accrochés dans les galeries intérieures. Au fil des années, Collection Frickel s'imposait comme l'une des institutions culturelles les plus appréciées de New York. Collection d'art que Frick avait accumulé tout au long de sa vie. Des œuvres d'artistes tels que Rembrandt, Goya, Velázquez et Vermeeril continuaient d'attirer chaque année des milliers de visiteurs qui admiraient non seulement les chefs-d'œuvre, mais aussi le lieu lui-même, resté intact, telle une capsule temporelle offrant un aperçu du passé, de richesse culturelle depuis le début du XXe siècle. L'influence de Frick sur la culture américaine. Bien que sa fortune se soit construite dans l'industrie sidérurgique, Frick s'était réinventé en tant que mécène d'art. Sa décision d'acheter des œuvres d'artistes européens n'était pas simplement un caprice d'homme riche, c'était une affirmation de sa compréhension de la valeur de l'art en tant que partie fondamentale de la civilisation humaine de son temps. Nombre de grands entrepreneurs et magnats de l'âge d'or américain ont accumulé des richesses matérielles, mais rares sont ceux qui ont compris le pouvoir transformateur de la culture comme lui. Collection, El Frickil est devenu célèbre, non seulement pour son précieuse collection d'art, mais aussi par les leçons qu'il a données sur l'importance de la préservation culturelle Frick, à l'instar d'autres grands mécènes de son époque tels que J.P. Morgan et Andrew Carnegie, compris que le fortune cela pourrait être éphémère, mais le culturel perdurerait. Son héritage, qui avait commencé comme celui d'un homme d'acier, devint celui d'un homme qui, par sa vision et sa générosité, avait donné aux générations futures l'opportunité d'approche de l'art de manière plus accessible et plus humaine. Frick ressentait également une profonde responsabilité quant à la pérennité de son héritage culturel, bien après sa mort. Malgré le fait que ses collections d'art étaient protégées pour l'entreprise, au-delà de leurs dons au public, la transformation de la Frick Collection n'était pas seulement un acte de générosité. Elle était le reflet d'une volonté de transformation, philosophie de Viella conviction que, par l'art, on pouvait transcender le temps et l'histoire offrant
Un patrimoine culturel qui est resté intact, la transcendance de sa vision. L'influence de Frick sur le monde de l'art et de la culture perdure encore aujourd'hui. Dans un monde où l'argent, le pouvoir et l'influence sociale déterminent souvent le destin d'une personne, Frick a choisi de transcender par l'art. Il ne lui suffisait pas d'être riche. Il comprenait que la véritable grandeur résidait dans ce qu'on laissait derrière soi, dans la façon dont les générations futures seraient influencées par les décisions prises dans la vie. Frick a laissé derrière lui bien plus qu'un manoir. Il a laissé derrière lui une institution culturelle qui continue d'enrichir des milliers de personnes chaque année. Collection Frick Hill demeure l'une des principales attractions culturelles de New York, un lieu où l'art et l'histoire s'entremêlent de façon unique, où les visiteurs ne voient pas seulement les peintures, mais aussi ils ressentent la présence de l'homme qui a bâti son héritage avec tant de soin. Aujourd'hui, le musée Hill demeure un symbole de changement culturel que Frick a promu de son vivant. Dans un monde moderne où le culture est souvent considéré comme une marchandise, la collection Frick Hill témoigne de ce que signifie préserver, valoriser et partager l'art avec les générations futures. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur la vie, l'héritage et les projets de personnalités qui ont marqué l'histoire de l'art et de la culture, abonnez-vous à notre chaîne. Nous y explorons la vie des grands mécènes, les histoires qui les ont immortalisés et l'impact de leurs décisions. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes.